Hey guys, donc on est rendu au control flow. Donc les control flow, les if, les for, les while et ces affaires-là. Donc on va commencer ici avec le if qui est le plus simple. Donc si on dit if, donc ici on a besoin d'une condition. Donc if 1 pour dire que c'est vrai juste parce que je veux qu'il exécute. 2 points. Enter. Et là on voit que Jupyter Lab automatiquement m'ajoute un tab character en avant parce que Python exécute les blocs avec une indentation. Okay? Donc Python utilise l'indentation pour définir qu'est-ce qui est dans quel bloc de code. Donc tout ce que j'écris ici ensuite, qui est indenté comme ça ici, va être exécuté comme étant dans le if. Okay? Donc si je donne un exemple, if 1, donc 1 c'est true, donc ça va exécuter. Je peux dire print hello. OK. Et là, je vais enlever la tabulation. Je vais revenir à l'indentation à gauche complètement. Je vais mettre le print world. Je vais le mettre ici. OK. Donc, ce que ça fait ici, c'est que ça, bon, if 1 print hello. Donc, ça me 1, c'est vrai. Donc, print hello. Et ensuite, print world. Si je mets 0 à la place, donc faux. If faux, print hello. Donc hello va pas être fait, mais le world va être fait parce que le print world, si on veut, il fait pas partie du if parce qu'il est pas indenté. C'est ça, il est pas tabulé. Si je fais ça, par contre, là, il devient tabulé. OK? Donc, print if 0, print hello, 1, hello world, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment... c'est ça, donc Python utilise l'indentation pour définir les blocs plutôt que C++. Ce serait la syntaxe C++ pour faire ça, ce serait par exemple if true. On mettrait même une parenthèse pour dire if true. Et ensuite, on mettrait les crochets et tout ce qui est à l'intérieur des curly braces serait dans notre boucle true. Dans MATLAB, ce serait if true. End. Et ce qu'il y aurait entre le if et le end, c'est ça qui serait notre bloc if. Donc Python, il n'y a pas ça, il n'y a pas ces keywords-là ou ces caractères-là pour définir le scope du if. C'est avec la tabulation qu'on fait ça. Donc si on copie l'exemple, x input integer, donc là, input integer, puis tiens, on va prendre ça, on va l'enlever. Donc là, en même temps, ça me permet de parler de la fonction input. Donc input, ça permet à l'utilisateur de rentrer un nombre. Donc x int égale int. Int, ça va convertir le string qui va être donné par input en entier. Ok. Bon, je vais le briser un peu plus. Donc input, x égale input. Et puis là, on va mettre un string, puis on va mettre please enter an integer. Integer, hey, integer, puis on va mettre un espace. Si j'exécute ça, bon, maintenant, Jupyter me demande d'écrire un entier, donc je vais écrire un entier, je vais écrire 42, enter, et maintenant x est devenu la string 42 parce que j'ai entré 42. Si à la place de 42, j'écris hello world, ainsi de suite. Donc là, x devient hello world. Donc là, le code qu'on prend ici, c'est input, on va dire int, parenthèse, please enter an integer. Si on fait ça et qu'on écrit 42, eh bien mon x ne sera plus une string 42, mais l'entier 42, x plus 1, 43, vous voyez l'idée. Excellent. Donc maintenant, on a le bloc if qui nous suggère, donc if x plus petit que 0, 2 points, x égale 0, et print x negative changed to 0. Donc ça veut dire que si x est négatif, x va devenir égal à 0 et on va imprimer negative change to 0. Donc ça c'est notre bloc. Maintenant 42, donc ça s'est pas exécuté. Donc ça c'est un if. Maintenant on peut rajouter d'autres conditions après le if. On peut mettre le elif. Donc le elif, ce que ça va faire, c'est si le if est faux, il va ensuite vérifier si le elif est vrai et ainsi de suite. Donc si on met plusieurs elif, il va les vérifier un après l'autre. Mais attention, si le premier if est vrai, il va pas se rendre au suivant. OK? Ouais, fait que je vais continuer avec le elif x égale 0. 2 points. Et ici on va mettre print 0, comme dans la documentation. Un autre elif, x égale à 1.
et print single. Et maintenant le else, deux points, et on va le tabuler correctement, et print more. Et voilà. Donc maintenant, si on exécute ce bloc-là, on se rappelle notre x était 42. 42, c'est pas plus petit que 0, ça va passer. Ça va vérifier celui-là. Est-ce que 42 est égal à 0? Non. Est-ce que c'est égal à 1? Non. Je vais juste faire... Oups. J'ai-tu accroché le insert? Non. Si je fais ça, ouais. Voilà. Ok. Égal à 1, puis je vais juste rajouter mes petits... égal à 0. Bon. Et voilà. Ok, excusez, je voulais juste que ce soit beau et qu'il y ait des espaces chaque bande est égal. Donc, 42 est pas plus petit que 0, 42 est pas égal à 0, 42 est pas égal à 1. Donc, si j'exécute ça, ça devrait juste imprimer more, print more. Et voilà. Si je change la valeur de x pour 0, ok, et que je fais ça ici, donc 0 est pas plus petit que 0, 0 est égal à 0, donc ça, ce bloc-là va pas exécuter, il va vérifier cette condition-là va être vraie, ce bloc-là va exécuter, et ensuite il va sortir du if, il va pas continuer à checker les autres. Et donc, voilà. Donc ça c'est un if. Maintenant pour les for. Donc les for, avant que j'oublie, il n'y a pas de switch case dans Python, ok? C'est avec les if et elif qu'on fait des switch case. On peut pas faire switch x, maintenant case 1, et ainsi de suite. Là. On peut pas faire ça dans Python, c'est pas implémenté. Par contre, c'est totalement équivalent de le faire avec des elif, fait que c'est pas comme si on perdait de quoi dans le langage. Donc pour les for nous permettent d'itérer sur quelque chose qui est itérable. Okay? Bon, ça a l'air con comme phrase, là, mais c'est pas tous les trucs qui sont itérables. Donc un entier, c'est pas itérable. Par contre, une string, c'est itérable. Donc A, B, C, D, ainsi de suite, c'est itérable. Donc je peux écrire, par exemple, my string, str, égale A, B, C, D. Tiens, je vais le faire différemment. Donc, word égale ABCD. Et maintenant, je vais écrire un for, et vous allez aimer la syntaxe de Python pour écrire les for. C'est vraiment élégant, ça se lit très très bien. Donc, for, je vais dire letter in word, ce qui se lit très très bien. Donc, pour une lettre dans le mot, la variable word, voici ce qui est dans la variable word. Et maintenant, pour la lettre dans la variable word, donc à chaque itération de for, la variable letter va prendre la valeur de la lettre dans le mot. Okay? Donc, vous voyez l'idée. Donc, for letter in word, print letter. Et voilà, A, B, C, D, ainsi de suite. Si word n'est plus une string, je pourrais écrire ça. Je vais l'écrire, mettons, x égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais exécuter la boucle. Bon, maintenant, c'est plus word, c'est x. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ici, ok, on s'entend, letter, je l'ai appelé letter, ça n'a pas besoin d'être letter, ça pourrait être i. Ok, for i in x, x c'est ma liste ici, donc for i in x, print i, et voilà. Donc si on utilise leur exemple, bon, avec Python, c'est pratique typique d'avoir des noms qui ont du sens, ok? Donc si je reprends tantôt le letter et le word, c'est quelque chose qui a du sens. On va utiliser leur exemple ici avec la liste de string. Donc, word ici est une liste de string, le string cat, le string window, le string defenestrate. Maintenant, le for qu'ils utilisent, donc for w. Bon, vous pourriez très très bien écrire i, x, whatever. Moi, j'aime bien utiliser for word in words. Donc, words, c'était notre liste, et pour un mot dans words, ça a du sens, ça se lit bien, c'est facile à comprendre. Print word. Ici, on exécute ça. Cat, Windows, defenestrate. Et maintenant, il rajoute la virgule et length de word. Len, c'est la longueur du mot. Donc, for word in words, on print le mot et sa longueur. Donc, 4 a 3 lettres. 1, 2, 3, 3, 6, 12. Donc, ça, c'est une boucle for. Si on continue, ici, ils utilisent... mais tiens, ça me fait penser. Ok, je vais faire l'exemple, puis après ça, je vais vous expliquer quelque chose de particulier avec les variables dans Python. Donc ici, si on prend ce qui est écrit ici, et qu'on fait ça, copie tout ce qui est là. Bien sûr, si on veut mettre un if dans une boucle, ben là, il faut tout ce qui est tabulé à cette hauteur-là est dans mon for. Et si je fais un if, ben là, je dois faire une autre tabulation et tout ce qui est tabulé
ici est dans le bloc du if. Donc ça ici, ce serait dans la boucle, mais pas dans le if. Et ce qui est là et ce qui est ici, et ce qui est ici complètement, c'est même pas dans le for. Ça va exécuter après le for. OK? Donc là, ici, ce qui se passe, OK? Donc for w in words, on exécute ça. Et ensuite, il print le word. Donc je vais rajouter ici print words, qui était notre liste d'origine. Donc print words. Donc ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inséré à chaque itération de la boucle, la première itération, words ressemble à ça. W est 4 pour la première itération. Donc si la longueur de 4 est plus grand que 6, on va insérer... ok, bon, il faudrait couvrir la méthode insert, mais essentiellement, on va insérer avant 4 le mot s'il est plus long que 6. Ok? Donc je vais recommencer, on va juste redéfinir le words dans ce bloc-là. Donc words est égal à, on va le reprendre ici, tiens, ça va aller plus vite. Puis on va faire ça. Donc print words. Ok? Et on va faire ça. Donc, ça c'est la liste words au début. Ok? Donc ici, for w in words, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va print, je vais rajouter une variable i, puis je vais la mettre égale à 0. Ok? Puis là, on va print i, w. On va faire la boucle, et à la fin de l'itération, on va dire i plus égale 1. On va itérer sur i, comme ça, on va pouvoir voir où est-ce qu'on est rendu. Donc, on va faire ça. Donc là, ça c'est la première itération de la boucle, la deuxième itération de la boucle, la troisième itération de la boucle. Bon, ok, peut-être qu'on préfère avoir un 1 qu'un 0, mais c'est pas très grave. Première itération, deuxième itération, troisième itération. Donc ce qui se passe dans cette boucle-là, pour w in words, w ça va être cat, window et defenestrate en ordre. Ok, donc la première itération, i est égal à 1, et w est 4 parce que c'est le premier. Ensuite, on check, est-ce que la longueur de 4 est plus grande que 6? Non. Donc, on ne fait pas ça ici. On ajoute 1 dans i et on recommence. Prochaine itération, print i 1, print i et w. W est rendu window. Window, la longueur de window n'est pas plus grande que 6, c'est égal exactement à 6, donc le if n'exécute toujours pas. On fait la dernière itération, print i est rendu 3 et le mot w est rendu defenestrate. Est-ce que defenestrate, sa longueur est plus grand que 6? Oui. Maintenant, on exécute ça ici. Donc, words, c'était notre liste ici. Et la méthode insert peut être utilisée sur la liste, la variable words pour ajouter à la position ici, qui est la position 0 présentement, le mot w. Donc, essentiellement, à la troisième itération de la boucle, on a ajouté à la liste qui était initialement cat window defenestrate, on ajoute le mot defenestrate. Donc c'est ça. Ce qui m'amène à parler des variables dans Python. Okay? Donc on va faire une petite parenthèse rapide. On va faire ça Python variables. Okay? Et je vais mettre une pause sur ce qu'il y a ici pour 2 secondes. Donc on va parler des variables dans Python. Donc les variables dans Python sont essentiellement des pointeurs à des objets. Okay? Je vais donner un exemple rapidement. A est égal à 1, 2, 3. Okay? Et je vais dire B est égal à A. Okay? Donc maintenant, si dans ce bloc-là, je print A et je print B. 1, 2, 3, 1, 2, 3, les deux valent la même affaire, pas de problème, exactement ce qu'on s'attendait. Sauf que, si je dis A de 0 égale à 42, mais ça va changer la valeur du premier élément de A pour 42, donc A va devenir 42, 2 et 3. Si les variables ne sont pas des pointeurs pour des objets, B resterait la liste 1, 2 et 3. Mais comme A et B deviennent le même pointeur vers le même objet dans la mémoire, quand je fais ça, B et A deviennent 42, 2 et 3.
Ça pose un léger problème si on veut dupliquer des variables. Okay? Par exemple, si je veux avoir une copie d'une liste, faire des opérations sur une liste, puis après ça comparer avec la liste d'origine ou des trucs comme ça, comment est-ce qu'on fait ça? Essentiellement, il faut utiliser la méthode copy. Si je fais une copie, B devient une copie de la liste ici, et ensuite je peux modifier A sans toucher à B, comme ceci. Okay? Il y a une autre exception à ça. Okay? Si je reprends ça comme ça, et que plutôt que de seulement modifier A, je redéfinis A, okay? 42,2,3. Si je fais ça, et que j'exécute, donc on a la même chose. Quand j'ai redéfini A, ça n'a pas changé B, parce que ça a créé un nouvel objet dans la mémoire pour réassocier le pointeur qu'il y a dans A, mais le pointeur qu'il y a dans B est pointé encore vers le même objet dans la mémoire qui était encore la liste 1, 2, 3. Bon, beaucoup de termes techniques ici, mais c'est juste pour vous habituer à considérer toutes les variables comme des objets. Bon, sans couvrir la notion d'orienté objet, que j'imagine que je vais parler à un certain moment plus tard, je vais juste mentionner que toutes les variables, étant donné que ce sont des objets, ont des méthodes qui sont définies. Par exemple, la string, je veux dire la string A, B, C, D, okay, cette string-là est essentiellement un objet, donc si je mets un point après, je peux appeler une méthode. Donc j'ai fait tab ici pour voir quelles sont toutes les méthodes. Bon, ça me dit fonction ici, mais dans la nomenclature, une fonction qui est définie pour une classe, ça s'appelle une méthode. Anyway. Donc j'ai un paquet de méthodes ici qui servent à faire des opérations sur cette string-là. Par exemple, count. Je dois donner un argument. Je vais compter A. Okay? A, B, C, D, count A. Bon, ça veut dire compte-moi cette méthode-là, count sur une string, compte-moi tous les nombres de fois où dans cette string-là, il y a la string A. Et il y en a une seule fois. Si je dis count E, il va me dire 0 parce qu'il n'y a pas de E. Donc, bon, c'est pas pour parler de la méthode count spécifiquement. Il y a la méthode avec les strings, par exemple, il y a la méthode capitalize. Puis là, ça va me rendre la première lettre capitalisée. Il y a la méthode upper. Ah, tiens, je vais les rajouter comme ça. Pour qu'ils restent dans le... Ouais, puis là, on va faire A, B, C, D. Point capitalize. Puis on va faire A, B, C, D. Point upper. Oops. Puis on va faire A, B, C, D. Point... tiens, on va faire ça différemment. A, B, C, D. Point lower. Puis là, A. Ok. Une seconde. Bon, on a des prints partout. Tiens, on va faire ça comme ça. Capitalize, puis on va enlever l'argument. On va mettre point upper. Puis print. Bon, j'ai pas fait ça de la façon la plus efficace possible, mais c'est pas grave. Point lower. Et voilà. Donc, capitalize rajoute une lettre majuscule au début, upper change toutes les lettres pour des majuscules, et lower change toutes les lettres pour des minuscules. Bon, c'est pas vraiment important. Là, j'utilise des méthodes sur les strings, mais c'est juste pour dire qu'il y a des méthodes aussi sur les listes. Donc, si j'ai une liste ici, 0, 1, 2, 3, ben, sur la liste, il y a la méthode append. Par exemple, donc append, ça rajoute un élément à la fin de la liste. Donc, si j'ajoute 42, et que je print cette liste. Ah, là je crois que je me rappelle que ça marchera pas parce qu'il faut que la liste soit dans une variable pour que ça marche. None, c'est ça. Donc, ok. C'est ça que je me disais. Donc, on va l'appeler mylist. Puis on va dire mylist est égal à 0, 1, 2, 3. Puis après ça, on va faire print mylist.append. Ah non, tiens, on va faire ça comme ça. mylist.append pour que ce soit vraiment clair. 42, puis print mylist. 0, 1, 2, 3 et 42. OK? Excellent. Donc, append ajoute un élément à la fin de la liste. Donc ça, c'est juste pour dire, on va revenir ici. Insert, ce que ça fait, c'est que ça insère dans une liste l'élément, dans ce cas-là ici, W, à la position 0.
Donc la position 0, c'est le premier élément dans la liste, et l'élément W dans notre boucle, c'était l'élément, quand le if a exécuté, c'était l'élément defenestrate. Donc la liste finale est devenue defenestrate parce que ça a inséré l'élément defenestrate à la position 0, et cat window defenestrate parce que ça, c'était la liste initiale. Donc ça, c'est pour les listes pour l'instant. Maintenant, la vidéo fait 20 minutes, puis j'étais un peu à bout de souffle parce que j'ai parlé d'autres affaires que je voulais pas parler maintenant, mais bon. Donc je vais arrêter la vidéo, puis on va repartir au range function, puis après ça, on va continuer avec les control flow. À tantôt!